Combien d'entre vous seront attirés pendant les 5 prochaines années par la vision qui se sont fixées comme si c'était un aimant? Maintenant, c'est bien d'avoir une vision, mais il faut comprendre la différence entre une vision et une hallucination. Et pour illustrer cette explication, je vais prendre l'exemple d'un entrepreneur dont certains d'entre vous ont entendu parler. Il s'agit de quelqu'un qui avait de l'affection pour les souris, qui aimait bien les dessiner, et qui en a fait sa vie. Il s'appelait Walt Disney. Avant Walt Disney, le parc à thème, ça n'existait pas. Avant lui, personne n'avait lancé un parc à thème. Et il avait cette vision, cette idée d'en faire un. Et donc, il a regroupé un groupe d'investisseurs, de banquiers avec lui pour leur montrer l'endroit où il voulait démarrer son premier parc Disney à thème. C'était en Floride. Et la Floride, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas visité, c'est essentiellement du marécage. Donc il les a emmenés sur un bateau, au milieu d'un marécage, et il leur a dit « Qu'est-ce que vous voyez ici ?» Et donc après, je pense s'être concerté, les banquiers ont dit « Un marécage ?» Quelques crocodiles peut-être. Et Walt Disney, lui, sa réponse était « Non, ce que moi je vois, c'est un immense parc d'attractions, avec ici le château de la Belle au Bois dormant, avec ici les maisons des 7 nains, avec ici le chemin que les gens vont prendre, ils vont faire la queue en U comme ça, de façon interminable, juste pour aller faire une petite attraction de 5 minutes où ils vont entendre une musique qui va leur rester dans la tête pendant le reste de leur vie. » Et comme vous pouvez l'imaginer, les investisseurs, tout de suite, quand ils ont entendu cette vision, n'ont pas sauté de joie. Vous avez même plutôt envie de sauter hors du bateau. Et donc, personne, parmi les personnes à qui il a présenté cette vision de ce qu'il voyait, n'a investi dans le projet. Ça a pris beaucoup de temps à Walt Disney, de nombreux refus. Il a été rejeté par 302 banquiers avant de réussir à obtenir un financement pour lancer son parc d'attractions. Alors, combien d'entre vous avez vécu quelque chose de similaire? Vous voyez le parc d'attractions, les gens voient le marécage. Vous voyez ce qui est possible, les autres voient ce qui existe. Alors, une vision, c'est voir quelque chose qui n'existe pas et le rendre réel. Une hallucination, c'est voir quelque chose qui n'existe pas et vivre dedans. Se balader dans le château de Blanche-Neige avant qu'il soit construit et qu'on ait asséché le marécage, ça peut être particulièrement dangereux. Ça a pris du temps, en fait, puisque c'est en 1971 qu'a été inauguré Disney World en Floride, et Walt Disney est décédé peu avant. C'était le projet de sa vie, il est décédé peu avant. Et un journaliste, manquant peut-être un peu de tact, a demandé à son frère qui était présent pour l'inauguration, lui a dit « Ça doit être hyper dur pour vous de venir ici à l'inauguration et de penser à votre frère qui a voulu créer ce parc pendant toute sa vie et qui n'a jamais pu le voir. » Et le frère de Walt Disney a répondu « Si aujourd'hui vous pouvez voir le parc, c'est parce que Walt Disney l'a vu pendant toute sa vie. » C'est la définition d'une vision. C'est que vous voyez ce qui est possible et vous mettez en application pour réaliser. Ce que je veux dans ce séminaire, c'est qu'on travaille à exécuter votre vision, mais à aucun moment, je ne veux donner l'impression que je vous encourage à une hallucination. C'est-à-dire à commencer tout de suite à vivre comme si ça existait déjà, parce que sinon, premièrement, ça enlève la motivation de faire en sorte que ça existe concrètement, et deuxièmement, si vous avez comme vision d'être millionnaire et que vous commencez par dépenser le million maintenant, en vous disant ça va aider à atteindre la vision, ça peut compliquer un peu les choses. Tout le monde m'a suivi jusque-là. Donc, pour moi, il est important de faire cette distinction, et je reviendrai de temps en temps sur cette distinction-là, et c'est important parce qu'il y a plein de choses dans notre vie qui sont subjectives, qui sont dans notre imagination, dans notre tête, qui peuvent nous motiver ou qui peuvent nous limiter. Certaines sont liées à l'argent. Et la première fois que j'ai participé à un séminaire de marketing, justement, le présentateur, c'était Frank Kern, justement, mon mentor Frank Kern. Et pour lui, ce qui était important, c'est de réussir à communiquer aux gens qu'on peut avoir une vision de notre situation financière qui est différente de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Combien d'entre vous ont déjà entendu l'expression « l'argent ne tombe pas du ciel » ? C'est la croyance que Frank
a fait disparaître chez moi lors de son premier jour de séminaire. Et elle a dit, on pense que l'argent ne tombe pas du ciel et donc ça nous limite parce que du coup, on n'ose pas aller chercher l'argent, on n'est pas dans l'abondance. Donc son idée, c'était de nous enseigner l'abondance. Et pour cela, il a dit, je vais faire tomber l'argent du ciel. Combien d'entre vous pensent que c'est une bonne idée? Et c'est donc ce que je vais faire maintenant. Vous voyez, j'ai avec moi des petits camarades qui sont des singes volants. Ces petits singes volants sont équipés de billets. Il y a des billets de 5, des billets de 10, des billets de 20, peut-être des billets de 50 ou des billets de 100. Et ce que je vais vous proposer, c'est de faire tomber l'argent du ciel. Combien d'entre vous veulent un petit singe volant avec de l'argent qui tombe du ciel? Elle veut que l'argent tombe du ciel, tiens! Qui veut que l'argent tombe du ciel? Attention, attention, par là, par là. Qui veut que l'argent tombe du ciel? Ouh, j'ai un billet de 20, un billet de 20, un billet de 20. Je vous vois pas. J'aimerais, s'il vous plaît, 2 volontaires qui n'ont jamais participé à Entrepreneurs Libres sur scène, s'il vous plaît. 2 volontaires sur scène. Qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Thomas et je viens de tourner en Belgique. Bonjour, je m'appelle Tarissaï et je viens de Paris. Et on va faire un petit concours. Il s'agit d'un concours de rapidité et de précision. Le but du jeu est très simple. À l'intérieur de cette caisse se cachent des petites boules de tailles diverses. Vous avez devant vous un saladier. Le but du jeu est simple. On va vous donner un temps extrêmement court de seulement quelques secondes. Et à la fin des secondes, le temps s'arrête et vous devrez avoir réussi à avoir mis le plus de boules possible dans votre saladier. Attention, top! Stop! Ça fait 3 fois que je fais ce séminaire, personne n'a utilisé cette stratégie. Thomas, extrêmement galant, qui a patienté le temps que tu aies fini avant de pouvoir prendre la main. Donc, je rappelle la règle du jeu, il fallait en avoir le plus possible. Ma question va être dans un instant de déterminer combien vous en avez, mais il y avait aussi une deuxième règle. Et là, tu vois, Thomas, on est au-dessus, on est au-dessus, on est au-dessus. Ça ne passe pas. Bouh. Ping! Ping! On va vous donner une deuxième chance. 10 secondes. Attention, le chrono est lancé. Top. Oh là 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 là! On applaudit la gagnante. Pourquoi est-ce qu'on fait ce petit jeu? Parce qu'en fait, souvent, la façon dont on fait ce jeu est représentatrice de la façon dont les personnes qui participent remplissent leur emploi du temps. Et c'est particulièrement intéressant de se rendre compte que certains d'entre nous, pas vous individuellement qui êtes assis dans votre fauteuil, mais tous les autres dans la salle, ont tendance à vouloir en faire tellement de bonne volonté, vouloir en faire tellement, que au final, ça ne tient pas à l'intérieur. Alors, ici, est-ce que je peux encore en ajouter sans dépasser? Je suis obligé de l'organiser parce que ça dépasse déjà, donc c'est impossible. D'accord? Donc, si ça se trouve, mon objectif là, à 5 ans, j'ai voulu tellement en faire d'autres choses que je n'ai pas fait le truc. Le truc qui ne peut pas entrer, c'est le truc essentiel dont j'ai besoin. Toi, de ton côté, ça marche. Au deuxième essai, je tiens à préciser, au deuxième essai, est-ce qu'on peut encore en ajouter de sorte que ce soit vraiment plein? Ok, vas-y, fais-le. Vous remarquez que maintenant, elle prend son temps de réflexion pour atteindre l'objectif, là. Allez, 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 allez. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'ajouter des haricots? Est-ce que ça peut passer? Ok, vas-y, essaye.
Intéressant. Il y en a qui veulent ajouter de l'eau. Vous voulez faire pousser mes haricots? Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute du sucre? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore en mettre? Probablement. Vas-y, verse. Combien d'entre vous pensent que si on avait... Donc, là, dans quelques instants, ça va être plein avec le sucre. Combien d'entre vous pensent que si on avait d'abord rempli avec le sucre, on aurait peut-être un petit peu plus de mal à ajouter les haricots et les petites boules de Noël après? Le problème, c'est que, encore une fois, ce jeu est représentatif de la façon dont vous traitez votre emploi du temps. Et aujourd'hui, il se peut que vous commenciez par remplir avec le sucre et que du coup vous soyez bloqué quand vous avez besoin de mettre quelque chose de beaucoup plus important qui peut être du coup beaucoup plus imposant. Combien d'entre vous se rendent compte que votre objectif hyper important à 5 ans ressemble probablement davantage à ça qu'à ça? Seulement si votre emploi du temps est rempli de sucre, il n'y a plus la place.